Oui. En On m'entend? forme? Oui, Ben salut, salut, Rémi. C'est lundi pour tout le monde. Très heureux de t'avoir. Le livre de Pierre-Luc, ça fait longtemps que tu l'attends, là? T'as hâte de le lire? Ben oui, ben écoute, tu sais, je veux dire, j'ai eu l'occasion de croiser Pierre-Luc assez souvent, puis il m'a offert son livre, c'est que j'ai décidé de l'acheter. Ben écoute, enfin, tu sauras quoi faire, ton Ikaigu. Comment... Ikigai, exactement. Donc, quoi savoir de faire de ta vie, etc. Non, je fais des blagues, mais c'est extrêmement inspirant comme livre, Raymond. Beaucoup de choses à raconter quand on parle de politique fédérale, absolument, évidemment, dans l'actualité. Et là, éventuellement, il y aura budget. On a fait un discours sur le budget. Ce qui est particulier, c'est que ça a été fait devant des étudiants de l'Université d'Ottawa. Mais avant de parler de ça, le budget, on a-tu déjà une date? On sait-tu déjà à quoi s'attendre sur le prochain budget, là? Absolument. C'est le 4 novembre que le budget va être déposé devant la Chambre des communes. Par contre, ce qui est très, très particulier, c'est que le premier ministre Carney s'est retrouvé à faire un discours devant les étudiants de l'Université d'Ottawa pour présenter les grandes lignes du budget. Ce qui est, ça a été souligné par les experts, quelque chose qui ne se fait pas en temps normal. Ouais. Alors, il faut quand même souligner cet aspect-là. Tu sais, juste pour situer les gens, le dépôt du budget se fait le jour même avec une présentation sous embargo, devant des journalistes, des experts, des comptables, des fiscalistes. Donc, durant de longues heures, ces gens-là épluchent le budget qui va être présenté. Normalement, c'est en après-midi, vers à peu près 3 heures, 3h30. Et donc, ils ont la matinée pour pouvoir prendre connaissance du budget, mais n'ont pas le droit de communiquer le contenu. C'est vraiment un embargo là, très, très strict. Ouais. Alors, le discours du premier ministre lève, ou en tout cas brise en quelque sorte cet embargo-là en partie, ce qui est quand même très spécial. Puis ça a été souligné par les experts. Je le souligne aussi là, parce que, je veux dire, moi en tout cas, je n'ai pas de souvenir d'un premier ministre ou même d'un ministre des Finances qui aurait fait quelque chose d'équivalent dans le passé. Et qu'est-ce qui pourrait justifier que cette fois-ci, Mark Carney décide de faire ça? On a-tu des options? Bien, on va souligner le fait que Mark Carney, c'est un politicien relativement particulier. Hein? Il n'a pas le profil de politicien traditionnel. Puis, bien, ça n'a pas été sa carrière déjà, on peut le dire. Non, en effet. Ceci étant, comme premier ministre aussi, il a montré qu'il était du genre à être capable de penser en dehors de la boîte, d'y aller justement à sa manière, d'imposer son propre style. Puis là, évidemment, dans son discours devant les étudiants de l'Université d'Ottawa, ben là aussi, il a voulu marquer des choses, marquer les esprits aussi. Et ça va être vraiment à surveiller le 4 novembre pour voir, tout d'abord, par rapport aux promesses là, qu'a lancées Mark Carney il y a de ça quelques jours, comment ça va s'articuler concrètement. Parce qu'on va s'entendre sur une chose. Le discours de Mark Carney, il l'a souligné, c'est carrément un discours sous la teinte de l'ambition pour bâtir l'avenir. Mais ceci étant, concrètement, comment on réussit à bâtir un avenir comme il nous le promet, mais ça reste à voir. Puis là, je vais souligner les 4 grandes priorités qu'il a exposées devant les étudiants. La diversification des partenaires commerciaux, un nouveau plan pour l'immigration et les talents, le climat et la réduction des dépenses afin d'accroître les investissements. Il n'y a pas grand-chose de flambant neuf là-dedans. Je veux dire, essayer de l'immigration, je veux dire, ça reste économie, c'est des thématiques générales qui sont assez récurrentes. Est-ce qu'elles sont amenées différemment cette fois-ci? Bien, là, c'est sûr que là où il a cherché à se démarquer, c'est entre autres dans la diversification des partenaires commerciaux là, à l'international, en soulignant la dépendance de très longue date, d'ailleurs, du Canada vis-à-vis des États-Unis. Et là, pour la prochaine décennie, Mark Carney annonce le doublement des exportations, des échanges commerciaux avec l'ensemble des partenaires hors États-Unis. Entre toi puis moi, c'est énorme, puis je ne comprends pas comment il va réussir à le faire.
Fait que c'est n'importe qui sauf les États-Unis. N'importe qui sauf les États-Unis. Puis d'ailleurs, McCartney est en Asie actuellement. Il fait une tournée là, de différents pays d'Asie, là, la Corée du Sud, la Malaisie. Il y a des sommets là, il y a 2 sommets auxquels il participe. Ça fait une couple d'ententes commerciales à régler. Là. Mais, tu sais, entre toi et moi, McCartney, c'est pas le premier ministre à parler de la dépendance du Canada avec les États-Unis. Stephen Harper l'avait fait dans le passé. Puis c'est souligné de très longue date. Hein. Il faut rappeler que c'est à peu près les 3/4 des échanges commerciaux à l'international du Canada qui vont vers les États-Unis. Et il y a aussi les échanges entre le Canada et le Mexique là, qu'on pourrait inclure là-dedans. Moi, j'ai fait partie d'un parlement, justement, avec le mandat majoritaire de Stephen Harper, où Stephen Harper, justement, pour briser cette dépendance-là aux États-Unis, multipliait les traités de libre-échange. Mais c'était souvent des traités de libre-échange qui étaient signés avec des petits pays, comme, des partenaires minuscules en termes d'échanges internationaux pour le Canada, comme, par exemple, Panama ou la Jordanie. Est-ce que tu as l'impression que ça a changé ta vie, justement, qu'on ait un traité de libre-échange avec le Panama et la Jordanie? C'est pas comme l'Inde ou la Chine ou ce genre de gros pays-là dans l'imaginaire collectif. Là. Non, c'est ça. Puis, on a vu, justement, il y a tout ça, 3 semaines, 2-3 semaines, une rencontre entre McCartney et le premier ministre ou le président de l'Indonésie pour justement augmenter ces échanges-là. Puis l'Indonésie est très, très intéressée. Mais par contre, un des gros problèmes du Canada, c'est que le Canada a, depuis des décennies, réduit énormément sa représentation à l'international. Hein. Le réseau des représentations diplomatiques a été ravagé, autant par Jean Chrétien, par Stephen Harper, et finalement, le réseau diplomatique canadien n'est pas bien établi et n'assure pas une présence vraiment très solide du Canada un peu partout dans le monde. Donc, pour moi, cette promesse-là de doubler les échanges à l'international pour des partenaires hors États-Unis me semble très difficilement réalisable, même carrément irréaliste. Quand on parle de diplomatie, je trouve ça intéressant parce que moi, j'ai l'impression que quand on parle de diplomatie, c'est juste des relations politiques purement, mais il y a un aspect économique aussi dans les relations diplomatiques, c'est ce qu'on comprend? Oui, puis en fait, c'est même l'aspect que je trouve personnellement désolant, c'est que, justement, les relations avec les autres pays, ça ne doit pas se limiter aux échanges commerciaux, au contraire. Mais les gouvernements successifs ont beaucoup mis l'accent là-dessus, au lieu de parler d'échanges d'autres ordres, ne serait-ce que culturels, sociaux, ou carrément entretenir une bonne relation de personne à personne hein, avec différents partenaires à travers le monde. Là, évidemment, McCartney est déjà un grand voyageur. Hein, il a été énormément dehors du pays. Donc, ça semble être un changement de ton ou puis même de style. Mais là, est-ce que ça va être suffisant pour soutenir son plan ambitieux? En tout cas, on va voir ce que le budget va présenter comme mesure concrète, mais moi, j'attends de voir comment ça va s'articuler. Puis, McCartney aussi a baissé d'une certaine manière les attentes en disant ben il va falloir que les gens se retroussent les manches puis soient patients parce que les retombées ne seront pas immédiates. Puis ça, il a totalement raison de le souligner. Là. C'est comme l'adoption du projet de loi sur les grands projets là, pour leur donner une priorité. Bien, je suis bien désolé, les échanges à l'international, puis les grands projets nationaux, ça prend des années et des années à se concrétiser puis à offrir des retombées concrètes aux gens. D'après toi, Raymond, l'abandon de la diplomatie, là, je pourrais dire ça de même, canadienne, ce ne serait pas à cause qu'il y a un moment donné, le Canada s'est dit, ben on va faire pareil comme les États-Unis. On va se coller sur leur diplomatie. Bien, en fait, tu fais bien de le souligner, il y a, je te dirais, il y a eu probablement, justement, une volonté d'utiliser des réseaux diplomatiques d'autres pays comme les États-Unis. Mais il y a eu aussi des questions de gros sous, là, bêtes, là, qui ont embarqué. Moi, je me souviens, Stephen Harper a fermé, en gros, sur le continent africain, une ambassade sur 2.
Alors, souvent, l'ambassade canadienne dans un pays d'Afrique donné se retrouvait à couvrir 2 ou même 3 pays différents. Et ça, durant mon mandat comme député, les diplomates à la retraite qui étaient libérés justement de leurs obligations là, de loyauté vis-à-vis du gouvernement me soulignaient à quel point ça ajoutait une charge de travail puis ça rendait beaucoup moins efficace là, le travail des diplomates parce qu'en partant, ben, les pays concernés, ils se disent, ben là, OK, moi, je suis en concurrence avec mon voisin immédiat, là, qui est un pays qui produit telle chose, ou en tout cas, tu sais, qui... et en fin de compte, tu passes un très, très mauvais message, là, aux autres pays à travers le monde. Là. Ben, tu peux pas faire une aussi bonne job en t'occupant de 2 pays qu'un pays. Je veux dire, c'est carrément logique, là. C'est carrément même un message de manque de considération qui n'est pas assez important à mes yeux. Là. Ben, c'est ça le message qui est passé. Donc, Mark Carney qui a prononcé ce discours pré-budgétaire devant des étudiants universitaires. Donc, on a parlé de varier les échanges commerciaux. Moi, un qui m'intéresse beaucoup comme aspect, c'est intra-Canada. Tu sais, je sais qu'il y a des droits, il y a des restrictions même entre les provinces. On est-tu rendu à lever ça, là? C'est-tu concrétisé, ça, pas mal, là? Bien, il y a eu l'adoption d'un projet de loi pour faciliter les choses, mais... Oh, là! Oui, mais il faut aussi que les gens comprennent que l'enjeu n'est pas strictement fédéral. C'est aussi les provinces qui mettent en place ces barrières-là. Et puis, quand on parle de barrières, en même temps, on peut parler de garde-fous. Hein? C'est pour utiliser une analogie avec une route. C'est qu'autrement dit, au lieu de tomber dans le ravin, ben là, au moins, tu as ton garde-fou qui te maintient sur la route puis qui te sauve la vie. Alors, il y a quand même ce qu'on peut appeler des barrières ou des limitations qui peuvent avoir leur valeur pour assurer, entre autres, l'application d'un cadre réglementaire dans une province donnée. On a juste à penser au secteur de la construction au Québec. Bon, évidemment, on reproche au secteur de la construction d'être très cloisonné, tout ça, mais en contrepartie, il faut comprendre que le secteur de la construction au Québec, c'est le fruit d'une très longue évolution sur des décennies et des décennies, où finalement, on est passé d'un État où les travailleurs étaient facilement des marchandises jetables, à maintenant un secteur de spécialisation le pointu, où finalement les travailleurs, c'est ça, peuvent faire valoir leur talent puis leur qualification. Là. Donc, de briser toutes les barrières entre les provinces pourrait jouer, par exemple, dans la main-d'œuvre, puis etc. C'est pour ça que tu dis que c'est important d'avoir quand même un strict minimum de réglementation entre les provinces. Bien, c'est ça. On ne peut pas faire table rase nécessairement parce qu'il y a des choses qui se justifient en termes de limitation. Là, ouais. Raymond Côté, très intéressant. Donc, Mark Carney qui lance ce discours-là, là, on s'entend, il n'a pas dû aller dans l'ultra pointu puis tout révéler. Là, il a quand même dû rester en surface, on s'entend? Non, c'est certain. C'est certain. Là, évidemment, la grande question que tout le monde se pose, c'est l'autre aspect, là, la promesse d'investissement canadien avec une priorité sur les achats canadiens, où on soulignait, entre autres, que 40 % de l'acier utilisé au Canada, c'est de l'acier produit au Canada, donc le 60 % restant vient du reste du monde. Donc, un peu à l'image du Buy America, hein, dont on entend parler depuis des décennies aux États-Unis. Là, il y a justement un Buy Canada là, qui s'en vient visiblement. Et en plus, la libération de sommes venant visiblement de compression dans la fonction publique ou dans la réduction de certaines missions pour des investissements directs du gouvernement canadien. Mais encore là, dans le cadre de ce budget-là, il n'a pas exposé les détails aux étudiants de l'Université d'Ottawa, c'est certain, mais ça sera de voir justement ces investissements directs. Qu'est-ce que ça va être concrètement? Puis, est-ce que ça va être des investissements directs vis-à-vis des Canadiens ou simplement dans des grands chantiers, là, par exemple, construction de pipelines, où là, les effets directs sur les gens sont beaucoup moins évidents. Bien, en tout cas, réponse le 4 novembre. Le 4 novembre. Le 4 novembre, pour rappeler le souvenir de Jean Chrétien. Ben oui. Raymond, c'est toujours un grand plaisir. Merci beaucoup de prendre du temps. Puis on a déjà hâte de se reparler dans 2 semaines. Ça s'en vient bien. Merci, salut. 8h pile maintenant sur les ondes de CKRL.